L'autre jour, j'étais sur la chaîne en train de regarder les différents sujets qu'on vous avait partagés et je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais parlé de stockage. Du coup, dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses liées au stockage, que ce soit les différences entre tous les supports qu'on a, carte SD, disque dur, SSD, NAS, cloud, et on va déterminer quel support va convenir à quelle utilisation. De mon côté, je vois deux utilisations au stockage, soit du stockage instantané, on a besoin d'accéder à nos projets ou à nos rushs vidéo lorsqu'on est en train de les monter, ou alors du stockage d'archives, on va ranger tous les projets, tous les rushs et tous les fichiers sur un disque dur qu'on va ranger dans un placard ou dans un tiroir, et on ne ressortira ce stockage-là et ces rushs-là que dans de très rares cas. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais aussi aborder la manière dont je gère le stockage dès que je rentre de mes productions clients. Et juste avant ça, petite parenthèse, si vous voulez en apprendre plus sur le monde de la vidéo et pourquoi pas en faire votre métier, on a une formation gratuite d'1 heure où on vous donne pas mal d'astuces. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description et on passe maintenant au premier support de stockage, la carte mémoire. C'est la première forme de stockage, la base de tout bon vidéaste, la carte mémoire, que ce soit une carte SD, micro SD, XQD, CF Express, qu'importe, c'est là-dessus que vous allez enregistrer tous les rushs que vous allez filmer pendant vos prestations ou pour vos vidéos YouTube. Pour moi, c'est une solution de stockage instantané. Dès que je rentre de prestations, je vais vider mes cartes SD sur différents disques durs, que ce soit ceux de l'ordinateur ou des disques qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo. En tout cas, je ne vais pas recommander la carte mémoire pour du stockage long terme. Je fais ça pour éviter de perdre les rushs, puisque c'est un petit peu ma hantise en tant que vidéaste. Et surtout, comme c'est un support assez fragile, je vais aussi essayer de le stocker dans des caissons avec du silicone plutôt que de la mousse pour éviter de l'électricité statique qui pourrait créer une interférence ou en tout cas me faire perdre les rushs stockés sur cette carte SD. Maintenant, comment on va pouvoir choisir une borne carte SD puisqu'il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. Je vais commencer par peut-être casser une idée reçue de certaines vidéastes. Le chiffre qui est marqué sur votre carte SD correspond à la vitesse de lecture et non pas à celle d'écriture. Pour voir la vitesse d'écriture, il faut se pencher sur les autres pictogrammes, les classes qui vont de C1 à C10, la vitesse d'écriture en ultra haute vitesse, 1 à 3, et maintenant on a même un symbole V qui va jusqu'à V90. En tout cas, pour trouver la bonne carte SD, déjà il va falloir parler en mégaoctets par seconde. Et une autre précision, la valeur est indiquée en MB par seconde, attention c'est mégabytes, donc l'équivalent anglais de mégaoctets qu'on a nous en France. Et si vous voulez rentrer dans le détail sur ces notions, je vous laisse en description un lien qui va vous renvoyer vers le site de Kingston, qui a un très bon tableau qui résume un petit peu tout ça. Du coup, comment trouver la bonne carte SD? Déjà de mon côté, j'ai deux types de cartes, des cartes qui enregistrent à V30, donc 30 mégaoctets par seconde, et des cartes à V90 qui enregistrent à 90 mégaoctets par seconde. Pour savoir la bonne valeur, il faut se baser sur ce qu'on a dans notre boîtier. Je vais me baser sur l'exemple du S52X qui me filme actuellement. En général, j'enregistre à 400 mégabits par seconde. Je prends cette valeur et je vais la diviser par 8 pour avoir une valeur en mégaoctets par seconde. Donc on se retrouve avec 50 mégaoctets par seconde pour le S52X en 422 bits. À partir de là, je sais qu'il me faut une carte qui va écrire au minimum à 50 mégaoctets par seconde si je veux enregistrer mes rushs dans de bonnes conditions et ne pas avoir de soucis ou de perte de qualité. Donc pour ça, je vais me pencher vers une carte qui va écrire au minimum à 60 mégaoctets par seconde, donc une carte avec le symbole V60. Moi de mon côté, j'ai préféré opter pour une carte V90, ça me permettra d'avoir plus de marge de manœuvre le jour où mon matériel évolue. Mais j'ai aussi des cartes V30 quand j'ai des besoins inférieurs. Ça me permet de réduire la qualité d'enregistrement de mes rushs, ça me permet aussi potentiellement de baisser un petit peu le prix puisque mon traitement derrière est différent. Mais en tout cas voilà, j'ai ces deux types de cartes, des V30, des V90, qui me permettent d'enregistrer ce que je vais filmer. Au niveau des marques, je vais vous dire que celles que j'utilise le plus, ce sont les cartes de chez SanDisk, les Extreme Pro, donc en V30, V60 ou V90 en fonction de vos besoins. Vous avez aussi une très bonne marque, c'est Angelbird, j'ai jamais eu l'occasion de les tester, mais j'en ai eu que des très bons retours. Ce sont des cartes qui sont extrêmement fiables, mais par contre du coup qui vont coûter plus cher. Et après, vous avez plein d'autres marques. Faites attention à bien lire les avis puisque je sais qu'il y a d'autres marques avec lesquelles il y a des soucis de fiabilité et comme je le disais un petit peu plus tôt, perdre nos rushs, c'est un petit peu une hantise. Donc n'hésitez pas à mettre le prix sur ces cartes mémoire pour être sûr qu'elles restent fiables sur le long terme. On passe maintenant à la deuxième solution de stockage, les disques durs. Je pense que le disque dur, c'est la solution de stockage ultime, la plus grand public, celle qu'on connaît le plus, peut-être celle qu'on a acheté en premier. En tout cas, moi, c'était mon cas à partir du moment où je commençais à avoir plus trop de place sur mes disques durs dans mon ordinateur, c'était disque dur solide, le truc classique qui fonctionnera tout le temps. Ce sont des disques qui sont relativement abordables en termes de prix, ce sont aussi des disques avec des grandes capacités de stockage. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement, mais retenez que ce sont des disques qui peuvent être assez fragiles puisqu'il y a des éléments mécaniques qui tournent à l'intérieur, donc évitez de les faire tomber ou en tout cas protégez-les pour éviter qu'ils cassent si jamais vous mettez un coup dedans. Comme ces disques sont très grand public, il y a plein de références disponibles, que ce soit au niveau de la capacité, on a des disques de petite taille, 1, 2, 4, 8 Tera. Ça va être des disques qui vont être pratiques à transporter, mais par contre, il va vous falloir une très bonne organisation pour vous retrouver entre les disques. N'hésitez pas à mettre par exemple des scotch pour noter les années ou les types de projets que vous stockez dessus.
Et à l'inverse, on a d'autres gros disques qui vont faire 12, 16, voire même 48 Tera. Évidemment, ces disques seront moins transportables, mais vous allez pouvoir tout stocker au même endroit et organiser par dossier. Simplement, faites bien attention, si vous utilisez cette solution, ça peut être le risque de tout perdre d'un coup si jamais il se passe quoi que ce soit. Ces disques durs, ils ne vont pas non plus être adaptés à du travail en direct dessus. En tout cas, pour moi, j'estime qu'ils ne sont pas faits pour ça. On est plutôt sur du stockage d'archives. Si vous voulez travailler en sortant 1 ou 2 rushs, ça pourra le faire sur un montage au complet, mais par contre si vous voulez travailler sur un projet d'un coup sur un disque dur, là je vous recommande peut-être de le passer sur le disque dur de votre ordinateur pour gagner un petit peu en vitesse d'exécution. De mon côté, je vais préférer des disques avec des petites capacités, maximum 4 Tera. Je préfère fonctionner comme ça et essayer de m'organiser pour bien repérer ce que je range dans ces disques-là. Mais du coup, si j'ai un disque qui vient à me lâcher, ça m'évite de perdre toutes mes données d'un coup. Au niveau des marques, il y en a plusieurs. Personnellement, j'ai toujours utilisé des disques de la marque Toshiba. Je n'ai jamais eu aucun problème depuis plusieurs années que j'utilise ces disques-là. Vous avez aussi les disques de la marque Lassi, ceux avec le contour orange qui sont assez populaires et qui fonctionnent très bien. Vous avez évidemment aussi ceux de la marque Western Digital. Je pense notamment à la version 48 Tera qu'on a chez Grain qui nous permet de stocker tous les différents projets qu'on a fait sur le long terme, que ce soit pour la boîte de prod ou pour la chaîne YouTube. Mais du coup, si vous cherchez à augmenter la mémoire de votre ordinateur et surtout vous cherchez un disque sur lequel vous allez pouvoir travailler, vous allez certainement vous tourner vers le SSD. On est aussi sur des disques qui vont être beaucoup plus résistants que les disques durs classiques puisqu'il n'y a pas d'éléments mécaniques qui tournent à l'intérieur. C'est ce qui explique aussi le prix un peu plus élevé. Pour moi, le disque SSD, c'est le parfait compromis entre du stockage instantané pour travailler en direct sur des projets. C'est parfait si on est en déplacement. Et aussi du stockage d'archives puisque une fois que le projet est terminé, on peut le laisser sur le disque et une fois que le disque est plein, le ranger dans notre tiroir jusqu'à ce qu'on ait besoin de ressortir le projet. Ça nous évite d'avoir des allers-retours entre le disque dur et le disque de notre ordinateur. Tout peut rester sur le SSD et être utilisé à n'importe quel moment. En plus, aujourd'hui, c'est encore facilité par les caméras qui permettent d'enregistrer directement sur SSD. Je pense au S5 IIX, mais aussi à certaines caméras de chez Blackmagic qui permettent de le faire directement. On a comme ça une étape en moins, celle du transfert des rushs de la caméra vers l'ordinateur. Au niveau des références, j'utilise principalement le Samsung T7 et le SanDisk Extreme portable. Avec ces deux références-là, je n'ai jamais eu aucun souci depuis que je les ai, donc je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais du coup, si vous êtes amené à beaucoup filmer et que vous avez une grosse quantité de rush, vous allez peut-être être intéressé par la quatrième solution, le NAS. Pour moi, le NAS, c'est la solution d'archives par excellence. Vous allez pouvoir stocker tous vos fichiers directement dessus. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. C'est comme si vous preniez plein de disques durs indépendants, que vous les colliez ensemble et que vous les rentriez dans un boîtier sur lequel vous allez pouvoir accéder directement depuis une interface, depuis votre ordinateur. En fonction de la qualité de ce que vous allez filmer, que ce soit de la Full HD, de la 4K ou de la 8K, ça peut être intéressant de commencer avec au moins 20 Tera de stockage et après vous pourrez le faire évoluer au fur et à mesure pour monter jusqu'à 48, 50, voire même peut-être 100 Tera en fonction de vos besoins. L'avantage en utilisant un NAS, c'est que vous allez pouvoir profiter de la configuration RAID pour éviter tout souci de perte de données. Le RAID, c'est tout simple, vous prenez votre capacité de disque, vous la splittez en 2, en 3 ou en 4 et vous allez stocker la même chose sur chacune des parties. Ça vous permet comme ça, si vous avez un souci avec un disque qui grille, de ne perdre aucune donnée puisque vous avez 1, 2 ou 3 backups différents en plus de la sauvegarde initiale. Par contre, comme c'est une solution qui fonctionne en réseau, les performances de votre NAS vont être liées aux performances de votre connexion internet, mais aussi des équipements que vous avez comme la carte sur votre ordinateur par exemple. Du coup, si cette partie internet n'est pas très performante, vous pouvez l'utiliser de manière filaire, mais dans ce cas-là, je ne vois pas forcément la différence que ça fait avec un disque dur classique. Évidemment, moi, je ne suis pas encore utilisateur de NAS, donc c'est des notions que je connais pas forcément très bien. Du coup, si de votre côté vous utilisez un NAS et que vous avez une recommandation au niveau de la configuration, n'hésitez pas à la laisser en commentaire pour moi plus tard si jamais j'ai envie d'investir là-dedans. Le NAS, c'est aussi une solution plus coûteuse puisqu'en plus des disques que vous allez devoir acheter, il vous faudra le boîtier pour les charger dedans. Vous pouvez le faire vous-même, ça vous permettra d'économiser un petit peu d'argent, mais je crois que c'est un peu plus complexe. Encore une fois, si vous avez des recos DIY, je vous attends en commentaire. Enfin, dernière chose, vous pouvez configurer votre NAS pour y accéder à distance. Encore une fois, ça dépend de votre connexion internet, mais ça peut être pratique si jamais vous êtes en déplacement pour accéder à vos fichiers. Et sinon, si jamais vous n'avez pas de NAS mais que vous voulez accéder à distance à vos fichiers, vous avez la dernière solution qu'on voit dans cette vidéo aujourd'hui, le cloud. Le cloud, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre dessus, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, c'est une solution de stockage en ligne, vous avez accès n'importe où dans le monde à vos fichiers et vous pouvez sauvegarder évidemment des projets perso, des projets pro, voire même vos documents d'identité si besoin. L'avantage du cloud, c'est que vos données sont accessibles de partout, mais par contre, vous allez devoir avoir une bonne connexion internet pour télécharger ce qui est hébergé dessus. On peut aussi se poser deux questions en utilisant du cloud, d'une part sur l'aspect écologique, puisque ça nécessite de gros data centers qui
sont assez gourmands en énergie, mais aussi sur la partie protection des données en fonction d'où sont stockés vos fichiers. Au niveau des fournisseurs, il y en a plusieurs. Évidemment, le plus connu, je pense que c'est Google Drive. On a aussi Dropbox, K-Drive. Il y en a plusieurs qui vont vous permettre de stocker vos fichiers en ligne. Personnellement, je vais privilégier Google Drive puisque avec mon adresse Gmail, tout est connecté, donc c'est beaucoup plus facile. Et là encore, vous avez différents forfaits, gratuits ou payants, pour augmenter la taille dont vous avez besoin. De mon côté, je ne suis pas un gros utilisateur de cloud, je vais m'en servir pour des projets bien précis, mais je préfère avoir tout sur support physique. Et si jamais j'ai des choses à transférer, je vais utiliser l'équivalent français de WeTransfer qui s'appelle Smash et qui me sert depuis 3-4 ans maintenant, pour lequel je suis pleinement satisfait. On passe maintenant à la partie workflow et je vais vous montrer étape par étape comment je gère mon stockage et les évolutions futures que je pourrais y amener. Du coup, quand je rentre de prestation, je sors la carte SD soit de mon appareil photo, soit de mon boîtier de stockage et je la branche sur mon ordinateur. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais une copie de mon template de projet. Donc ça, j'en parle dans la vidéo où je vous montre comment monter une vidéo sur Premiere Pro. Encore une fois, le lien est en description. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends les rushs qui sont sur la carte SD et je les mets dans le dossier rush de mon dossier de projet. Si je sais que c'est un projet que je vais travailler sur le long terme, je vais pouvoir le déplacer par exemple sur un SSD, comme ça, je peux y accéder quand je suis sur l'ordinateur au bureau ou l'avoir en déplacement sur mon ordinateur portable. Et si jamais c'est un projet que je peux faire rapidement et qui peut être livré très vite à mon client, je le laisse sur le disque dur interne de mon ordinateur. Une fois que le projet est terminé et que la version finale est rendue au client, je prends ce projet-là qui est sur le disque de mon ordinateur ou sur mon SSD et je viens le mettre sur un disque dur d'archives, un disque dur classique que je pourrais ensuite ranger dans mon tiroir et ressortir au fur et à mesure pour stocker mes projets. Au niveau des évolutions futures, je pense que ça sera l'investissement dans un système NAS qui me permettra d'un côté de pouvoir avoir différents backups avec la solution RAID et surtout d'avoir de plus gros volumes de stockage rapidement. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de savoir quelles sont les solutions que vous allez pouvoir utiliser à l'avenir pour stocker vos fichiers, que ça soit au niveau du tournage ou au niveau du montage et de l'archivage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des recommandations de disques, de cartes, encore une fois, on pourra en discuter juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas non plus la formation gratuite en description. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!